podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je reçois une grande fan du podcast qui a écouté tout l'épisode. Écoute, depuis les 175, elle a tout écouté ça en rafale. Mais elle a un parcours super intéressant aussi. Elle a fait les championnats du monde d'Ironman. Elle a fait plusieurs marathons. C'est une Québécoise qui habite dans les Maritimes. Donc, Caroline Pitt, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Salut, merci de m'avoir invité. Écoute, ça fait super plaisir. Puis là, j'avais envie de casser un pattern là, qui était toujours poser la même question comme tu es habitué d'entendre en début d'épisode. Comment le sport est entré dans votre vie? J'étais vraiment prête à y répondre. Mais ça va venir dans pas long, par contre. Mais je suis curieux de savoir en combien de temps tu as écouté les 175 épisodes en rafale. C'est une bonne question, en fait. Tu avais fait un épisode avec un de mes amis, Jonathan, qui était sorti au mois de juin, je pense. Puis j'étais Ouais. un petit peu OCD, donc j'aime pas ça comme écouter un podcast au milieu. Un coup que je commence à écouter un épisode de podcast, il faut vraiment que je l'écoute au complet. Donc à partir du mois de juin, j'ai commencé à écouter quelques épisodes à chaque jour, puis je l'ai terminé au mois de février cette année. On a fait les maths tantôt, je me rappelle plus comment Ouais, de c'est autour mois, de là. 8 mois, je pense. Ça m'a pris 8 mois pour tout écouter le podcast au complet. Aïe, aïe, j'en revenais pas quand Joe m'avait dit ça. J'étais, ben voyons donc, on allait écouter toute la première saison qui était 30 quelques épisodes, je pense, en peut-être Ouais, moins de parce que deux c'était mois. pendant la pandémie, mais c'est drôle parce que ça rappelait plein de souvenirs de courses que j'avais déjà fait ou que j'avais déjà entendu parler, puis ça me permettait d'en apprendre sur ce qui se fait au Québec maintenant, vu que j'habite en Nouvelle-Écosse, puis je suis un petit peu plus détachée, là. Mhm. Puis, je suis tellement curieux de savoir, là, est-ce que tu as des épisodes coup de cœur au travers ça? Ouh. Je, je dirais qu'il y a plusieurs épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai accroché parce que je pouvais comme me reconnaître à travers le parcours de certaines personnes, comme la femme qui avait eu l'accident de vélo avec qu'elle était avec son enfant, j'ai oublié son nom. Puis t'as invité beaucoup de quand même beaucoup de triathlètes puis de coureurs de trail. Puis je me rappelle dans ta première saison de podcast, à chaque fois que tu avais un invité qui faisait des sports d'endurance, tu leur demandais tout le temps, avez-vous pensé à faire un Ironman aussi? Fait que je trouvais ça tout le temps intéressant d'entendre leurs réponses. Puis on dirait que t'as arrêté de leur demander s'ils voulaient faire des Ironman un moment donné, à force de te faire dire non, j'imagine. J'ai beaucoup aimé aussi l'épisode du garçon que tu avais invité, je pense qu'il avait 12 ans, là. Ah, Malo, ouais, il y a 13 ans, Ouais, ouais. ouais. Ouais, Je, c'est ouais, vraiment impressionnant, là, ouais. ouais. Puis je trouvais ça intéressant d'écouter ses réponses. Je trouvais qu'il y avait comme une belle maturité. Puis même mon ami Jonathan qui était accueilli au podcast, ben ça m'a appris à savoir des choses sur lui que je connaissais pas nécessairement avant d'avoir écouté le podcast. Puis j'ai vraiment apprécié l'épisode aussi sur Jasmine Paris que tu avais invité, la première femme à terminer Le Barkley le Marathon. Ouais, j'avais genre la course de la clôture, mais c'est ça. Ouais, j'arrive même pas à croire qu'elle ait accepté de passer sur mon podcast. On dirait que... Puis elle En avait tout cas... tellement l'air terre à terre. Puis je pense que Hmm. la plupart des coureurs comme professionnels qui étaient invités au podcast, qui étaient tous super terre à terre, puis ça avait l'air agréable de leur parler. Fait que c'était le fun de comme voir que c'est des personnes comme tout le monde, avec leurs Tellement. défis.
Ouais, Ouais. ouais, 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 vraiment. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Harvey Lewis que j'ai reçu, Ior, Veris, puis Oui, Jasmine. ouais. C'est trois personnes que ça m'a tellement surpris comment ils étaient down to earth, là. Ouais. Puis hier, justement, son entraîneur, il est basé à Halifax. C'est un des OK? directeurs de course en Nouvelle-Écosse, ouais. Ah, OK, OK. Cool. Puis, ben, je pense que tu as déjà répondu à ma dernière question. C'est comment que tu avais découvert le podcast? C'était avec le passage de ton ami Joe. Ouais. OK. Bon, fait qu'est-ce que tu es prête pour la super question? Comment que le sport est Vraiment. arrivé dans ta vie? Ben, le sport a comme tout le temps un petit peu fait partie de ma vie. J'ai, quand on était jeune, pour nous, on était obligé de faire des cours de natation, puis après, on pouvait faire un autre sport avec ça. Donc, j'ai fait du patinage artistique, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la nage synchronisée. Puis après, j'ai réalisé que la chose que j'aimais plus de la nage synchronisée, ben, c'était le début quand on faisait des longueurs. Fait que je me suis mis à juste faire des cours de natation puis de la natation de compétition. OK, OK. Puis après, quand euh, rendu à 16 ans, je faisais encore de la natation de compétition. Puis mon coach de natation m'avait dit que si je voulais mieux performer, il faudrait que je perde un petit peu de poids puis que je me mette à courir. Tu sais, l'ancienne mentalité qu'il fallait vraiment être meg pour être super performant en sport. Donc, Mhm. j'ai commencé à courir, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais j'ai vraiment eu la piqûre pour la course. Puis après, quand j'ai commencé l'université, il y avait des personnes qui me voyaient avec mes choses de course, mes choses de natation. Puis il y a une journée, il y a un gars de l'équipe de triathlon qui m'a dit Hey, pourquoi tu commencerais pas le vélo puis tu t'inscrirais pas au club de triathlon? Fait que c'est comme ça que le vélo est embarqué aussi. OK, OK. Donc, fait que le premier sport, fait que t'es une des rares personnes à qui je parle, triathlète, que sa force, c'est la nage. Ouais, ouais. Fait que ça C'est existe. Ça l'existe, mais la chose qui est drôle avec moi, c'est que je suis pas exceptionnelle dans aucun des trois sports. Je suis comme pas mal égale. Fait qu'une personne qui est super bonne en course à pied va dire, ah, elle est vraiment bonne en vélo pas en natation. Une personne qui est vraiment bonne en vélo va faire, ah, elle est bonne en course puis elle est bonne en natation, mais comme elle est moyen en vélo. Fait que j'ai comme pas vraiment de super force dans aucun des trois sports. Puis je pense que c'est ça qui m'avantage beaucoup au triathlon. Mhm. Ouais, parce que la majorité des gens à qui j'ai parlé, triathlètes, il y a au moins un sport ou deux dominants. Mhm, qui ont plus de facilité ou qui préfèrent. Puis ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que j'aime pas tant ça, le triathlon. Moi, j'aime ça nager, j'aime faire du vélo, j'aime faire de la course, mais le triathlon, pas tant que ça. Ah ouais. J'aime vraiment les trois sports séparés. OK, OK. Puis, t'as fait plusieurs marathons, hein, tu me disais aussi? Ouais. J'ai j'ai pas compté tous les marathons que j'ai faits parce que, tu sais, un coup que tu commences à faire des ultramarathons, du ultra trail, ben, tes distances d'entraînement, t'es comptes plus vraiment comme des vrais marathons. Mhm. Mais le premier marathon que j'ai fait, c'était quand j'avais 19 ans, dans le temps que ça existait pas, les montres intelligentes. Je me sens vieille à dire ça. Il y avait Genre, les Timex à cette époque-là, là. je pense que j'aimais même pas ça. J'aimais pas ça, une montre. J'ai jamais porté une montre avant d'avoir comme ma montre Garmin Phoenix, qui est quand même un peu cute, là. Mais avant ça, j'ai jamais porté de montre. Fait que je faisais juste courir avec mon iPod. J'ai aucune idée les distances que je courais. Je courais peut-être 5-10 kilomètres, mais pas plus que ça. Puis c'était mon premier été que je retournais à cette île après ma première année d'université. Puis il n'y a pas grand-chose à faire à cette île l'été. Puis c'était la première année qu'ils organisaient un marathon. Je savais pas vraiment c'était quoi, mais ça avait l'air cool. Fait que je me suis dit, ah, je vais m'inscrire.
Puis tu me disais en pré-entrevue que ce que tu crois que tu avais couru la plus longue distance avant, c'était autour de 10 kilomètres. Ouais, ouais. Puis tu sais, on s'entend que mes premières années de course, j'avais toujours la mentalité dans la tête. J'avais vraiment peur de prendre du poids à cause de ce que mon entraîneur de natation m'avait déjà dit. Fait que je voulais pas. C'était une période dans ma vie où j'avais vraiment peur de prendre du poids. Fait que mon premier marathon, je l'ai couru en mangeant un quart de tasse de Cheerios le matin, puis j'ai rien mangé pendant le marathon au complet. Oh my God! Fait que ça m'a pris du temps à me remettre de ce marathon-là. Aïe, aïe. C'est Mm. malade, ça. Puis, Mais mais on ça a apprend de dû nos être erreurs. difficile si t'avais couru juste 10 kilomètres avant en distance. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, à 19 ans, on est capable de faire plein d'affaires, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, je dis, je t'avais peut-être couru 5-10 kilomètres, mais comme je comptais jamais mes kilomètres. C'était juste comme courir plus longtemps que d'habitude. Puis, c'était comme une boucle de 5 kilomètres. Fait que tu courais le même 5 kilomètres 8 fois. Fait qu'il y avait ça qui était un petit peu plus long. Mais j'avais mon iPod Nano, puis j'écoutais de la musique. Puis, ça a quand même pas si mal été. Je l'ai quand même fait en 4h20. C'est sûr, le dernier 10 kilomètres a vraiment été pénible, mais Mhm. je pense que je devais avoir une bonne vitesse au début. J'en ai aucune idée parce que j'avais pas de montre. C'est impossible de regarder mes statistiques sur Strava pour analyser ce marathon-là. Effectivement, mais c'est malade, ça. Puis, Mm. c'est quand même un petit marathon, hein? Tu me disais, il y avait combien de coureurs environ? Je peux pas te dire le nombre de coureurs qu'il y avait au total pour le marathon, mais je sais qu'on était 4 femmes, ce qui était une année exceptionnelle. Je pense pas qu'ils ont jamais réu 4 femmes après ça, là. OK. Puis j'étais comme première pendant comme 30 kilomètres, mais quand j'ai pogné mon mur, je me suis fait dépasser puis j'ai fini deuxième, là, mais Quand c'était... même, mais Ouais. félicitations pour ton premier marathon, là. Ouais, c'est quand même un marathon mémorable, je l'oublierai jamais. C'est loin d'avoir été mon meilleur, mais le Ouais, premier est tout le temps spécial. ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Tu peux jamais revivre une première fois, une deuxième fois, tu sais, pour la Non. distance. OK, donc après ça t'a amené à d'autres marathons? Ouais, après ça, ben, à Montréal, je ne sais pas si ça existe encore, mais quand j'étudiais à l'université, tu avais un programme qui s'appelait Étudiants dans la course. Puis OK? c'était des étudiants de quartiers défavorisés à Montréal qui étaient sélectionnés. Puis chaque jeune avait un mentor puis on s'entraînait avec eux pour une année au complet pour leur montrer que dans la vie, si on travaille fort, on peut accomplir des grandes choses, là. Hmm. J'étais vraiment fière parce que je suis une des rares personnes du programme que son jeune avait fait le programme au complet, là, puis qui avait couru le marathon de Montréal à la fin. Fait que ça, c'était un marathon qui était vraiment mémorable aussi, là. Ah, c'est cool. C'était-tu le marathon rock and roll? Je pense que c'était rock'n'roll dans le temps parce que c'était en Ouais. 2013, ouais. Ah, OK, ouais, c'est sûr que c'était rock and roll. J'ai fait Puis les, 2015 rock and roll puis le demi 2016 aussi, ouais. Ah, t'as raison, c'est 2015 en fait que je l'ai fait. Puis aussi, dans ce temps-là, les jeunes étaient commandités par ASIC, fait que les enfants avaient des souliers de course gratuits, les vêtements de base gratuits. Il y avait une passe d'autobus gratuite pour se rendre au lieu d'entraînement. Il y avait accès à des physiothérapeutes gratuits aussi. Puis, tu sais, on faisait un programme courir au bon rythme. Mhm. Ouais, fait que c'était vraiment comme graduel, puis c'était vraiment à la vitesse des jeunes. T'avais 4 groupes différents de vitesse, là. Fait que c'était vraiment un beau programme. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était vraiment un programme le fun à Montréal pour les jeunes. Ah, c'est vraiment cool, ça. Mm. C'est la première fois que j'entends parler de ça, honnêtement, là, mais c'est Ouais, hot. ben, je t'en parle, puis j'avais presque oublié. Parce que c'est ça, ça me demandait quand même beaucoup d'organisation, là. Puis je pense que
Je pense peut-être pendant COVID, mais en tout cas, ça serait à revérifier. OK. Ouais. Sinon, t'as fait d'autres marathons de route aussi? Ouais, j'ai fait le marathon de Mount Charleston à Las Vegas. OK. Fait que, tu sais, comme n'importe qui court des marathons, le but ultime, c'est de se qualifier pour Boston un petit peu. Mhm. Fait que je m'étais inscrit pour le marathon du Mont Charleston parce que je pensais que ça allait être un parcours facile parce que c'est un parcours qui est tout en descente. Donc, c'est un marathon qui est supposé être quand même vraiment, vraiment rapide. Donc, tu pars en haut de la montagne de Mount Charleston, puis tu cours jusqu'au centre-ville, de Las Vegas. Mais il y a un changement de température quand même assez énorme. Le matin, il faisait 4 degrés, puis quand on a fini le marathon, il en faisait 32. Fait que ça n'a pas bien Hmm. fonctionné. J'avais tellement mal au ventre, j'ai tellement mal digéré mes gels à cause de ça, puis j'ai tellement eu mal au quad parce que, tu sais, je m'étais pas entraînée juste en downhill, là. Fait que, tu sais, tu Mhm. retiens toujours ton corps un petit peu, là. Fait que c'était vraiment pas une course facile. Vraiment pas, mais j'ai quand même réussi à l'avoir limite. J'avais fait 3h28, puis pour les femmes, il fallait faire 3h30. OK, OK. Mm. Ah, super ça. Puis en plus aussi, le fait qu'il a commencé à faire de plus en plus chaud, l'hydratation, c'est une game que tu planifies pas le matin qui va être comme ça, là. Non, c'est ça. Fait que je pense que je me suis pas bien hydratée, puis quand tu t'hydrates pas bien, puis que ton ventre est juste plein de gel, ben ça se met à se fermenter, là. Fait que je pense que j'avais l'air d'être enceinte de 6 mois à la fin de la course. Mais c'est un parcours qui est magnifique, là. Je le recommanderais. Puis si c'est pas qu'il y a 100 000 marathons à faire autour du monde, c'est sûr que je le referais, là. Mhm. Cool. Fait que, alors, t'es allé faire Boston l'année d'après? Ouais. Puis contrairement à beaucoup de personnes que tu as interviewées, Boston, c'est mon meilleur marathon à vie. Ah ouais? Ouais, j'ai eu un PB de 10 minutes sur mon marathon à Boston. Je l'ai fait en 3h18. J'ai jamais une course qui a bien été comme ça de toute ma vie. OK, puis c'est de toutes tes courses que t'as faites, toutes tes compétitions De toute, confondues? ouais, toute compétition confondue, la meilleure course que j'ai eue, c'est Boston. Puis tu crois que c'est lié à quoi? C'est-tu l'engouement du monde qui sont crinqués compétitifs? C'est... Je pense que je suis un petit peu un mélange de plein d'affaires. C'était l'année que j'ai fait Boston, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'était quelques mois après que j'avais fait mon gros accident de vélo. Donc, j'avais besoin d'un comeback. Donc, j'étais vraiment focusée sur l'entraînement. Puis aussi, j'aime pas ça, me sentir pris. Comme, je suis pas une personne qui aime aller dans les bars, les choses comme ça. Fait que le fait d'être comme pognée en sardine au début à Boston, je pense que j'avais juste envie de me sauver de tout le monde. Puis que le pays s'est juste jamais ralenti après ça. OK, OK. Parce qu'il y en a du monde à Boston, ça n'a pas d'allure. Les premiers kilomètres, c'est coude à coude, là. Mhm. Fait que ça prend un petit bout avant que tu arrives à tout te débarrasser de ce monde-là. OK, OK. Puis tout Cool. le monde avait tellement parlé de, je me rappelle pas du nom, là, mais c'est-tu Heartbreak Hill ou c'est Break Heart Hill? Ouais, En c'est tout cas, Heartbreak Hill, ouais, ouais. Heartbreak Hill, à Boston, ben, à Halifax, on a Break Heart Hill, Ah ouais? qui est comme un peu la même élévation. Fait que, tu sais, j'avais comme l'habitude de courir sur cette grosse courbe, sur une colline qui avait comme le même dénivelé. Fait que, rendu là-bas, c'était comme pas une grosse surprise. Puis je pense que ça nous avantage un peu à Halifax. Tu sais, on n'a pas les grosses montagnes, comme dans l'Ouest, mais c'est impossible de courir un 5 km plat ici. Comme c'est tout le temps un petit peu vallonné. Donc, je pense que pour nous, ça fait que Boston, c'est pas un si gros défi que ça. Parce OK, qu'on est OK. habitué de s'entraîner dans des conditions similaires. OK. Ah, super ça.
Puis, ben avant qu'on parle plus loin de ton parcours, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à Halifax. Euh, ben j'ai fait mon baccalauréat en psychologie linguistique parce que je voulais faire une maîtrise en orthophonie à l'université McGill. Puis avant l'université, je parlais pas vraiment anglais parce qu'on s'entend que cette île, c'est pas l'endroit le plus anglophone au Québec, là. Fait que j'avais étudié à McGill parce que je voulais être bilingue, mais étudier en anglais, c'est pas la chose la plus facile du monde quand c'est pas ta première langue. Donc, j'étais vraiment épuisée à la fin de mon bac, puis j'avais besoin d'une pause. Donc, j'étais déménagée en Équateur où j'ai commencé à enseigner le français puis l'anglais langue seconde dans une université. Puis la situation économique en Équateur était pas super, donc après quelques mois, j'étais plus payée du tout. Donc, il Hmm. a fallu que... Au début, on était payé à chaque mois, après chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 4 mois. Donc, après ça, il a fallu que je redéménage au Canada. Puis quand je suis redéménagée au Canada, ben, j'ai juste commencé à appliquer dans tous les postes de professeur de français langue seconde. Puis c'est le premier travail que j'ai eu, puis je suis jamais partie après ça. OK. Ça Ah, va c'est faire cool. 9 ans cet été, ouais. Ah, super. OK. Puis, mais ça doit être cool quand même ton séjour en Équateur. C'était vraiment intéressant. C'est vraiment un beau pays. Puis je pense que déménager là-bas était aussi difficile que redéménager au Canada, se réhabituer à la vie ici, là, puis de se rendre compte à quel point on est chanceux au Canada, puis qu'on n'est pas reconnaissant de toutes les choses qu'on a, puis de la Mhm. sécurité sociale. Mhm. Donc, C'est clair. j'ai vraiment fait un gros deuil quand je suis déménagée au Canada, redéménager parce que je me sentais mal d'abandonner mes collègues, mes amis là-bas parce que eux, il y avait comme pas d'autre choix Mhm. que de rester là. Mais c'était vraiment un beau pays avec plein de belles montagnes à escalader, des volcans, t'as les plages, la jungle. C'est vraiment un magnifique pays. Puis toi, tu dois avoir fait pas mal de plein air quand tu étais là-bas. C'est mon plus gros regret. Ah ouais? J'en ai pas fait assez parce que dans ce temps-là, je faisais pas vraiment de course en sentier. Puis j'aurais tellement aimé ça comme participer à plus d'événements parce que maintenant, il y en a un ultra trail by UTMB, je pense, une petite distance de 50 kilomètres dans les montagnes. La OK. seule course, ouais. Mais ce qui était le fun là-bas, c'est que j'habitais à Quito, la capitale, puis c'est une ville qui est faite sur le long. Puis tous les dimanches, la plus grande artère de la ville était fermée pour les vélos, puis pour les coureurs. Fait que le OK. dimanche matin, tu pouvais faire 60 kilomètres de vélo, puis c'était super sécuritaire, super le fun. OK, OK. Fait que j'ai fait pas mal plus de vélo quand j'étais là-bas. Puis un autre regret, c'est que Quito, je pense, que c'est 3 ou 5 000 mètres d'altitude. Fait que j'aurais dû m'inscrire à plus de courses quand je suis revenue au Québec. Parce que moi, j'étais vraiment bien acclimatée. Même là-bas, au début, j'étais en forme avant de déménager en Équateur. Puis là-bas, j'étais comme, je m'essoufflais en montant les escaliers juste à cause de l'altitude, là. Fait que ça a pris du temps à comme reprendre un rythme de course normal là-bas. OK. Fait que t'aurais pu faire de la hard rock ou quelque chose comme ça en revenant. C'est ça, avoir su que toutes ces choses-là existaient. OK, super ça. Donc, puis à Halifax, est-ce que tu as fait des courses un peu. Ben, tu me disais en pré-entrevue que tu as fait gros des courses locales. Ouais, ben en fait, à Halifax, on a plusieurs organisations de courses de trail. Donc, on a Nova Scotia Trail Running, puis on a aussi All Out Trail Racing, qui sont deux compagnies locales qui organisent plein d'événements de toutes les distances. Euh, All Out Trail Racing, ils organisent surtout des courses de 10 à 20 kilomètres qui sont un peu plus accessibles à tout le monde un peu partout dans la province. Puis Nova Scotia Trail Running, eux autres, ils organisent
des plus grosses distances comme Capes 100, que tu as sûrement déjà entendu parler. Ouais, 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 ouais. Un 100 miles à Cap-Breton. Keji Backyard Ultra qui avait un des Silver Ticket l'année passée pour le Backyard OK. canadien. Ouais. Donc, il y a vraiment plein de belles courses qui sont organisées. Puis la Nouvelle-Écosse, c'est pas si loin que ça du Québec si les gens qui écoutent ton podcast veulent trouver des nouvelles courses à faire parce que ces temps-ci, les États-Unis sont un petit peu moins accessibles. Vous n'avez pas besoin de passeport pour venir en Nouvelle-Écosse, puis il y a plein de belles choses à voir. Ouais, puis tu sais, il y a quand même des auditeurs, disons, dans le coin de Rimouski ou au Nouveau-Brunswick aussi, qui sont encore plus proches, ou même en Gaspésie, peut-être, c'est plus proche aussi, je crois. Ça Ouais, c'est dépend vrai. quel coin de la Gaspésie, là, mais. Non, c'est vrai. OK, Qui est, super. Puis c'est quoi la meilleure course de ton coin, selon toi? c'est une question qui est vraiment difficile. Je sais que Cape Andred, c'est une course que j'ai entendu parler relativement souvent, là. Ouais, je l'ai jamais faite, mais cet été, je vais être le pacer pour mon ami qui fait le 100 miles. Donc, OK. ça va quand même être intéressant de voir. Moi, j'avais fait une course qui s'appelle Wascali Wabit, puis c'est dans une station de ski, puis on court dans les montagnes. T'as quand même un gros dénivelé pour 60 kilomètres. Je pense que pour 60 kilomètres, on avait 3000 mètres de dénivelé, là, OK, qui ouais, était c'est quand pas même mal, ouais. assez le fun. Ouais. Ah, puis tu me demandais ma préférée. Ma préférée, c'est A Day in Wentworth. C'est encore à la station de ski, mais cette fois-ci, c'est au pied. Puis c'est un 24 heures continu de course sur un parcours de 4 kilomètres. Puis les gens font autant de boucles qu'ils veulent pendant le 24 heures. Je pense maintenant il est extendu à 48 heures, donc les gens peuvent réussir à faire un 100 miles dessus aussi. Puis ça passe par un terrain de camping, donc t'apportes ta tente. Puis les événements sont vraiment festifs, les événements de course en sentier en Nouvelle-Écosse. Ben, je sais que souvent dans tes podcasts, tu parles un peu du côté comme old fashion, old style, Old old school, là. old Ouais. school trail running. Puis c'est vraiment ça ici. Ouais, c'est route, c'est pas des C'est bails vraiment un UTMB, route. là. Il y a une course, ça s'appelle Muffin Run. Il y a zéro publicité sur Facebook. Je ne sais pas, du bouche à oreille, on finit par entendre que ça va avoir lieu une fin de semaine au mois de septembre. Puis les gens arrivent là avec leurs 20 $ cash pour faire un 30 km de course en trail. Puis à la fin, ils ont un muffin. C'est Puis ça malade, s'appelle ça. Muffin Run. Puis là, chaque année. Ah, ouais. Mm. Fait que c'est vraiment plein de petits événements comme ça qui sont super le fun. OK, OK. Ah, c'est vraiment cool, ça. Puis, j'imagine que toutes les villes doivent avoir un peu leur communauté de coureurs, là, Halifax, puis... Ouais, ouais, Halifax, je dirais, Halifax, ça doit être 90% de la population de la Nouvelle-Écosse. Donc, la majorité des coureurs de trail se situent à Halifax. Même les courses qui sont organisées dans d'autres petites communautés, d'autres petites villes sont organisées souvent par des coureurs d'Halifax. OK, OK. Puis, qu'est-ce qui est le plus populaire entre la course de route à Halifax puis la course de trail? Je pense qu'on vit un petit peu le même phénomène qu'au Québec, puis que la course de route perd en popularité, puis la course en sentier en gagne beaucoup. Ouais, ça, c'est clairement la COVID qui est un peu en arrière de ça, là. Ouais, parce qu'on a plein de, puis je sais pas si c'est la même chose au Québec, mais on a plein d'événements de courses sur route qui ont disparu depuis COVID, puis on a beaucoup plus de courses de sentiers qui ont apparu. Ben Je oui, dirais que c'est puis... pas. Ouais, Ouais, puis t'as des courses maintenant comme Québec Mega Trail que tu veux t'inscrire aux 50 km, faut que tu te prennes au moins 10 mois d'avance, là. c'est ça. Ouais, sinon ça a comme un peu pas d'allure, là. Ouais. Ben, Ouais. mais c'est quand même positif au final, mais Ben oui, ça a beaucoup évolué, là. ouais, non, vraiment beaucoup. Puis aussi, je pense que un peu comme tu mentionnais, c'est l'ambiance aussi. L'ambiance est tellement différente
dans une course sur route qu'une course en sentier. Même chose en triathlon. Les coureurs de trail, t'as vraiment l'impression que c'est une grosse famille, que tout le monde est là pour s'encourager, que tu célèbres les victoires des autres autant des tiennes, là. Mhm. Même, tu sais, je fais de la course sur route puis je fais du triathlon, mais comme la plupart de mes amis proches, c'est tous des coureurs de trail que je vais forcer à faire du vélo ou de la natation avec moi sur le côté, là. Ouais, c'est plus convivial, c'est plus... tout le monde est ami, puis tout le monde est égal en sentier, là. Ouais. C'est Fait oui, il y que- a un peu de compétition, mais envers toi-même, pas nécessairement envers les autres. Ouais, moi, je dis souvent qu'il y a peut-être 5% des coureurs qui sont compétitifs, puis les autres, ben, ils sont tous dans le moment présent, puis ils en profitent au Ouais, maximum, là. non, c'est vraiment une belle communauté. Mhm. Super! Puis écoute, pour revenir à ton parcours un peu, Oui. t'as fait, fait qu'une couple de marathons, t'as fait Boston qui s'est super bien passé, plusieurs courses, des courses locales que t'as faites, tu parlais de ta course coup de cœur, là, que t'avais fait les loops qui est des 4-5 kilomètres. Ouais, de A Day in Wentworth, Ouais. j'avais fait mon premier 100 kilomètres dessus. Mais Ah en fait, ouais, ok. ouais, en fait, quand je m'entraînais pour le marathon que je t'ai parlé à Las Vegas, le Mont Charleston, Mhm. donc après ce marathon-là, je m'étais inscrit aux 100 kilomètres à Gaspé parce que je m'étais dit, ah, tu sais, je suis déjà entraînée pour courir un marathon, ça serait quoi de continuer une couple de mois de plus pour faire un 100 kilomètres en sentier sans savoir c'était quoi courir en sentier. Fait Et que, Gaspésia. ouais, et Gaspésia. Fait que je m'étais inscrite à Gaspésia. Puis après m'être inscrite à Gaspésia, je me suis inscrite à toutes les petites courses locales pour m'entraîner pour Gaspésia. Donc, je m'étais inscrite à la course de Waskali-Wabbit, qui était comme le 60 km en sentier dans les montagnes. Puis c'était un mois après avoir fait mon marathon. Puis je me rappelle avoir fini cette course-là, puis de me dire, c'est bien facile de courir 60 km en sentier comparé à un marathon. Ben, ça. J'avais pas mal à nulle part. Ouais, mais moi, j'ai remarqué qu'avec l'expérience, je récupère souvent beaucoup plus vite d'une course de trail de 50 kilos qu'un marathon de route, là. Ben oui, parce que c'était tellement moins d'impact, là. Ouais, puis l'impact est tout le temps diversifié et pas Ouais, c'est pareil. vrai. Ouais. Puis c'est rare que dans un ultra trail, tu vas être dans ton seuil pendant 5-6 heures. Ouais, non, c'est vrai. Parce que c'était quand même des montées qui étaient assez à pic que tu pouvais pas courir. Fait que là, tu marchais. Ouais. Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis je me rappelle, ben, la station d'aide était juste en bas de la montagne. Fait que tu prenais ben, dans ce temps-là, je me faisais des sandwichs de beurre de pinot puis de confiture. Fait que, tu sais, je mangeais ça en montant la montagne. Puis ça me permettait de digérer en même temps. Fait que c'était genre super le fun. Puis après ça, je m'étais inscrit le mois d'après à la course du 24 heures, là, puis je voulais juste je le faisais comme un entraînement. Fait que ce que j'avais fait 5 fois 20 kilomètres en 24 heures pour me donner mon 100 kilomètres. Puis je me suis dit, ah, ça s'est tellement bien passé que ça va bien aller Gaspé. Hmm. Puis, Mm. puis comment ça s'est passé à Gaspé? T'en as déjà parlé avec tes auditeurs, là, mais c'était l'année 2022, c'était l'année qui je suis une des pires années de boîte à Gaspé qu'il y a eu. Puis il me pleuvait à verse. Puis la course a super bien commencé, ça allait super bien. Mais là, à un moment donné, à force de mouiller à verse puis que tous les coureurs courent sur le même chemin, ben c'était rendu impossible de courir parce que c'était rendu trop glissant, tu pouvais pas courir du tout. Fait que rendu à 87 kilomètres, j'avais pas, je pense que j'avais encore mon mindset de coureuse de route dans ce temps-là qui voulait juste performer. Fait que j'étais vraiment fâchée de pas être capable de courir. J'étais comme, je me suis inscrite à cette course à 100 kilomètres pour le courir. C'est pas vrai que je vais marcher. Si je suis pas capable de courir, je veux plus le faire. Fait que là, j'ai appelé mes parents. Puis là, ils mouillaient à verse. Fait que là, ma mère,
ma mère, elle répond, je suis comme, OK, maman, je suis tannée, est-ce que tu viens me chercher? Elle dit, OK, j'arrive. Elle a jamais essayé de me convaincre de continuer. J'avais zéro excuse d'arrêter, mais ma mère est juste venue me chercher, puis ça s'est arrêté là. Puis je me suis dit, tu sais, c'est pas grave, je vais m'inscrire à une autre course plus tard dans l'été, puis je vais pouvoir le courir, mon 100 km. C'est pas vrai que je vais marcher pour le finir. Hmm. Hmm. Fait que ça me semble être un regret, hein, un peu C'est de... un gros regret. C'est vraiment un gros regret. Cool. Penses-tu prendre ta revanche un jour? À Gaspé, c'est sûr. Ouais. Ouais, l'année passée, j'ai eu la chance que mes amis organisent un makeover de 100 km. Fait que j'ai un de mes amis, on l'avait appelé le Mike's Front Yard Ultra parce que ça commençait dans son front yard au lieu d'être un backyard. Fait qu'on commençait en avant de sa maison, puis on allait courir une boucle de 7 km dans un sentier en face de chez eux. Puis on l'a fait 15 fois pour que ça nous donne 105 km puis que je puisse enfin dire que j'ai couru un 100 km sans arrêt. OK. Mais c'était la fin de semaine la journée après une tempête de neige, fait que c'était vraiment pénible. Ouf. Puis j'ai vraiment eu de la misère à le finir, mais je l'ai fini. OK, OK. Ah, ben cool, félicitations. Merci. Puis, après Gaspé, là, il y a eu un bout un peu plus tough pour toi, je crois. Ouais. Ben, après Gaspé, comme je l'ai déjà mentionné au début du podcast, je viens de Sept-Îles, fait que tant qu'à être à Gaspé, une pierre deux coups, je vais aller visiter ma famille à Sept-Îles. Donc, je suis allée visiter ma famille à Sept-Îles. Puis, la journée de la fête à ma mère, elle voulait qu'on aille dîner à Port-Cartier dans un petit restaurant. Puis pour ceux qui savent pas, la distance entre Port-Cartier et cette île, c'est 50 km. Fait que j'avais dit à ma mère, OK, on va aller dîner là. Moi, je vais y aller en vélo, puis on va pouvoir se retrouver pour le dîner. Mais je me suis jamais rendue au restaurant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai aucun souvenir d'avoir fait du vélo cette journée-là. Je me rappelle juste que je suis assise dans une chaise roulante à l'hôpital à Sept-Îles, puis que ma mère est là, puis qu'elle me pose des questions, puis elle me demande est-ce que tu sais t'es où? Puis là, je suis comme ben je le sais pas. Puis j'écoute les personnes parler, puis j'entends des personnes parler français, j'entends des personnes parler autochtone. Fait que je dis ah ben on doit être à Sept-Îles. Elle est comme oui. Fait que là, elle me demande c'est quoi qui s'est passé, puis j'en ai aucune idée. Je bouge mes pieds, je suis contente parce que, tu sais, au début, j'ai peur, je suis dans une chaise roulante, mais mes pieds Mhm. marchent, tout semble marcher, j'ai vraiment mal un peu partout, mais tu sais, genre, puis je sens que j'ai encore mes dents parce qu'une de mes phobies, c'est de perdre mes dents, là, mais fait que je suis comme, OK, mes pieds marchent, j'ai toutes mes dents, OK. Puis là, comme tu sais pas ce qui s'est passé, je suis comme, ben, je sais pas, genre, juste à me regarder, est-ce que je suis tombée en vélo? Fait que là, elle me dit, oui. Je suis comme, OK. Elle dit, tu t'en rappelles pas? Je suis comme, non, j'ai aucune idée. Je me rappelle vraiment pas d'être tombée en vélo cette journée-là. Puis après ça, je lui demande, comment va Charlotte, mon chien? Elle est comme, ben, Charlotte était pas avec toi si t'étais en vélo. Je suis comme, ben oui, c'est vrai. Tu sais, j'étais tellement perdue, j'étais tellement secouée, genre, je comprenais tellement pas ce qui se passait autour de moi, là. Hmm. C'était vraiment difficile. J'ai eu un traumatisme crânien quand même assez grave, puis j'ai fracturé mon omoplate puis ma clavicule dans mon bras. Donc, ça a mis un gros stop à comme tout mon entraînement. Puis c'est vraiment fou de comme, puis j'étais juste tellement débalancée à cause du traumatisme crânien que marcher du lit d'hôpital jusqu'à la salle de bain, j'étais pas capable toute seule. Fait que tu sais, c'est fou de comme être capable de courir 105 km sans arrêt, courir 150 km par semaine, puis de pas être capable de marcher tout seul jusqu'à la salle de bain. Hmm, c'est Pas trop clair. comprendre ce qui se passe, ouais.
Aïe, aïe, mais écoute, je sympathise avec toi, là. C'est intense, là. Ouais, c'est difficile. Ben, quand t'es un adulte, j'avais quel âge quand j'ai eu mon accident? J'avais 32, 31. Puis j'étais pognée chez mes parents. Pendant 6 semaines, j'avais pas le droit de conduire, pas le droit de rien faire toute seule. J'ai eu un arrêt de travail de 12 semaines de 3 mois à cause de mon traumatisme crânien. Hmm. Fait que j'avais de la misère à faire des casse-têtes parce que ça demandait trop de concentration. Euh, j- J'avais des émotions que je comprenais même pas. J'avais commencé à faire de l'anxiété sociale, donc si j'allais dans un magasin, je me mettais à pleurer sans raison. Ah, ouais. C'était vraiment une période qui était vraiment très, très difficile. Hmm. Puis comment est-ce que t'es. Qu'est-ce qui s'est passé après quelques mois? T'es revenu quand même plus à la normale? Ben, ce qui est arrivé, je, je, je pense que j'ai tendance à être un petit peu intense dans la vie. Puis l'été avant ça, je m'étais inscrit à un triathlon en Nouvelle-Écosse. Puis quand tu finissais premier overall, ça te permettait de te qualifier pour le championnat du monde qui était à Abu Dhabi. Donc j'ai eu mon accident au mois de juin, puis j'avais le championnat du monde à Abu Dhabi au mois de novembre, puis j'avais le marathon de Boston au mois de avril suivant. Donc, dans ma tête, c'était inconcevable que je fasse pas aucun des deux. Mhm. Fait que ça m'a comme forcé à reprendre l'entraînement. Fait que ça s'est avéré positif Ouais, ça s'est pour avéré super positif. Je te dirais, même 3 jours après mon accident, je marchais pour aller au gym, utiliser le vélo stationnaire. Puis je pense que c'est un peu là que je m'étais rendu compte que je faisais l'anxiété sociale parce que aussitôt que j'étais rendue au gym, j'avais commencé à pleurer parce qu'il y avait du monde autour. Ah, ouais. Ouais, fait qu'après ça, mon père m'avait installé un vélo Zwift dans le sous-sol, puis je m'étais mis à faire du vélo dans le sous-sol. Puis la chirurgienne avait dit que j'avais le droit de faire 5 minutes, mais j'avais dit à mes parents que c'était 5 kilomètres. Parce que ma mère, elle surveillait vraiment tout ce que je faisais, là. OK, OK. Parce que Ouais. la façon, j'ai vraiment été chanceuse malgré tout parce que la façon que ma clavicule était cassée, c'était dans un angle qui était limite pour pas avoir de chirurgie. Fait que la chirurgienne m'avait dit, bouge pas du tout pendant 6 semaines, puis tu devrais pas avoir besoin de faire de chirurgie. Fait que je me suis vraiment assurée de pas bouger du tout pour comme pouvoir recommencer l'entraînement. Fait que je faisais juste le vélo stationnaire. Puis je sais pas c'était quoi la pensée magique que j'avais, mais dans ma tête, après 6 semaines, mon bras allait être normal comme avant. OK. Fait que, en tout cas, ça se perd vite, une masse musculaire. Ouais, c'est clair, surtout quand t'es forcé à être dans l'inactivité, là. Immobile, là, j'étais Ouais. même pas capable de lever mon bras. Hmm. Il a fallu que je fasse de la physio avec. On a commencé avec un balai. Fait que tu sais, tu tiens le balai avec tes 2 mains, puis ça te force à lever ton autre bras en même temps, là. Mhm. Puis après, tu prends des poids d'1 livre, de 2 livres, puis éventuellement, Aïe, ça aïe. revient. Mm. Puis, je suis curieux de te demander si c'est pas trop indiscret aussi, là. Tu sais, comment que ta fragilité émotive est revenue plus à la normale? C'est un travail. Ça a pris du temps. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que quand tu as un gros trauma, quand tu
quand tu as des faiblesses au niveau cognitif, tu sais, certains troubles, donc, tu sais, dans mon cas, je pense que j'ai un petit trouble d'attention puis d'hyperactivité, mais depuis que je suis jeune, j'ai réussi à trouver des manières comme de travailler avec ça puis de le contrôler. Mais après le choc, ben, c'est comme si toutes ces choses-là fonctionnaient plus. Donc, on dirait que j'ai plus de difficultés, même maintenant, avec les symptômes d'hyperactivité puis d'attention à comme reprendre le dessus, là. Puis je me fatigue vraiment beaucoup plus vite qu'avant. Fait que c'est pas encore à 100%. Mais d'un autre côté, j'ai tellement donné d'efforts dans ma réadaptation que je me dis que j'ai physique, que je me dis que j'ai peut-être causé du délai dans cette réadaptation-là parce que c'est plus facile de voir concrètement que tu es capable de lever ton bras que de voir que ta santé mentale va mieux, là. Mhm. Ouais, puis t'as comme en quelque sorte perdu tes repères un peu, tes anciens repères. Ouais, Puis, c'est tu vraiment sais, quelque chose que déstabilisant. t'as peut-être passé 30 ans à bâtir ou je sais pas combien d'années, tu sais, puis là, tu repars avec certaines. Mm. Ah ben écoute, ben félicitations pour avoir passé au travers ça, là. Je te lève mon chapeau, là. Merci, ouais. Mais ça a démontré juste que à quel point quand tu crois en quelque chose, que tu peux accomplir un peu n'importe quoi, là. Mhm, clairement. Puis je Mm. pense que Puis aussi d'avoir que. le soutien du monde autour, là, Mhm. Puis je crois ça fait une que vraiment grosse différence. on est tout le temps plus fort que qu'est-ce qu'on croit qu'on l'est jusqu'à temps qu'on soit dans l'adversité pour vrai, tu sais. Ouais, ouais. Puis ça, je dis ça aussi dans le sens que un athlète peut s'adapter à tout changement qui est progressif, là. Mhm. Mm. Puis je pense qu'il m'a beaucoup aidé comme avec le retour à l'entraînement, c'est que j'ai vraiment pris ça graduel. Tu sais, je pense souvent une erreur que les athlètes font quand ils se blessent, c'est qu'ils reprennent l'entraînement beaucoup trop vite. Mhm. Soit Fait que, tu ça sais, ou soit le printemps après un hiver un petit peu plus ouais, c'est sédentaire. ça. Ouais, qui ont pas couru de l'hiver, puis que là, après, ils se remettent à courir comme ils couraient l'été d'avant, puis là, c'est là que les blessures arrivent, puis Mhm. je- souvent, je pense en faire moins, c'est moins dommageable qu'en faire trop. Mhm. Fait que quand j'ai recommencé l'entraînement, quand j'ai recommencé la course, la natation, ben, la course, j'ai recommencé avec les minutes de marche. Ouais, Une les minute de marche, fameux, une minute. les Ouais, fractionnés. même si c'était juste pour comme réhabituer mon bras à bouger parce que j'avais plus ce ballon-là quand je courais, là. Mon bras était vraiment stiff. Mhm. Donc, ça a été quoi le première épreuve que tu as faite? Est-ce que ça a été le championnat de triathlon? Ouais, à Abu Dhabi. Puis t'as pas fait d'autres événements avant ça, là? Non, c'était au mois de novembre parce que ouais, non, ça a vraiment ouais, j'ai eu mon accident le 30 juin, puis le premier événement, c'était le 22 novembre. Mais j'ai été capable de faire ma première longueur de natation au mois de septembre. Fait que ça m'a laissé 2 mois pour être capable de faire 1500 mètres, là. Hmm, quand même, hein? Ouais. Puis Mais quel sport qui a été le plus dur pour toi à reprendre des trois? la natation. Ouais, parce que t'as besoin de ton corps au complet, hein? Ouais, puis vu que j'avais comme tout brisé dans mon épaule, ben puis que ma clavicule elle a plus la même angle qu'avant, c'est plus la même chose. Ouais, natation ça a été difficile à reprendre puis émotionnellement aussi parce que comme je te l'ai dit, moi la natation c'est mon premier sport, fait que ça a toujours été inné pour moi de nager, ça a jamais été quelque chose de difficile. Fait que Mhm. c'était comme bizarre de pas être capable de faire cette chose-là que je prenais comme pour acquis.
Ouais, ouais, ouais. Puis ce qui est ben c'est drôle, mais pas drôle, là, mais ce qui a le plus mal été au championnat du monde de Abu Dhabi, c'est que 2 semaines avant, je suis allée courir en sentier avec des amis, puis je me suis foulé la cheville solide. Ouf. Vraiment solide. Elle était vraiment énorme, là. Fait que la natation, c'est ça qui a le mieux été pendant la course au complet, parce que maudit que c'est pénible courir 10 kilomètres avec une cheville foulée. Ouais, ça doit, hein? Ouais. Puis ça s'est-tu quand même bien passé pour toi, ce championnat-là? Ah non, du tout. Le Bon. vélo a bien été. La natation, Ouais, le la vélo, il n'y a nat- pas d'impact, j'imagine, c'est ça qui non, était non, le... le vélo, ça a vraiment bien été parce que à Abu Dhabi, on s'entraînait, ben, la course était sur le F1 track, la piste de Formule 1. Mhm. Fait que c'est super rapide. Fait que c'était vraiment super le fun de faire le parcours de vélo là-dessus. Puis OK. c'est bizarre à dire, mais l'eau à Abu Dhabi est vraiment salée. OK. Fait que pour la natation, puis il y avait des méduses, c'était vraiment beau. Mais c'est ça, pour la natation, quand tu faisais ta natation, ils te donnaient une bouteille d'eau pour que tu puisses te rincer la bouche avant le vélo pour pas trop te déshydrater, là. Fait que natation a bien été, vélo a bien été, puis ben course, je le savais que ça allait pas bien aller parce que j'avais une cheville foulée, là. Fait que c'était juste de le finir, puis je pense que c'était juste... J'avais zéro attente envers cette course-là, J'étais juste contente de pouvoir la faire après l'accident, Ouais, puis de juste pouvoir de te être là. sentir back on track, là. Ouais, puis de la finir. Fait que je te dirais que le premier événement qui était important pour moi après, c'était vraiment Boston. OK. Puis Mm. Boston, j'imagine que la cheville était plus, plus en Ouais, shape. c'est ça, j'ai fait beaucoup de chiro, puis de dry needling, puis c'est du renforcement musculaire, puis c'est revenu, là. OK. Fait que Boston, c'est l'événement qui a le mieux été de ta vie, tu me disais plus tôt. Ouais, Boston, ça a vraiment été le gros comeback. OK. Mais l'été de mon accident, j'étais tellement obsédée avec tout ça que peut-être un mois après l'accident, je m'étais inscrit à un demi-Ironman puis un full Ironman au Maine. Mhm. Donc, c'était mon premier demi puis mon premier full Ironman. Ah ouais, c'est-tu le demi qu'il y a souvent des bons courants puis ça va super vite pour la nage? Non, ça, c'est celui-là. Ben, en fait, ça, c'est c'est une histoire un peu drôle. Celui que tu parles, c'est au Maine, OK, ouais. tandis que moi, c'est au Maryland. Ah, OK, OK. Mais en fait, quand je me suis inscrite sur Internet, je pensais que je m'inscrivais à celui-là du Maine. Parce que OK. les initiales sont un petit peu les mêmes pour les États, genre Maryland puis Maine. Ah Fait ouais. que je me suis dit, hey, à cette place-là, il y a un demi puis il y a un full. Je vais m'inscrire, c'est juste 8 heures pour conduire. Ça se fait bien, 8 heures d'auto à partir de la Halifax pour faire 2 courses. Mais finalement, c'était au Maryland qui est 20 heures d'auto. Mhm. Fait que ça, c'est... Fait que j'ai conduit au Maryland au mois de juin puis au mois de septembre pour ces deux Ironman-là, parce que je me suis inscrit aux deux avant de vraiment vérifier. OK, OK. Comment ça s'est passé pour toi? Le, le demi-Ironman était correct. C'était pas ça a pas ça a pas mal été, mais ça a pas bien été. Je veux dire, j'avais peur de lâcher le guidon de vélo pour prendre les bouteilles d'eau, fait que j'ai commencé la course déshydratée. Techniquement, s'il y avait pas eu s'il y avait pas eu le fait que Gaspé me hantait encore, j'aurais juste arrêté là. Sauf que depuis Gaspé, c'est pas vrai que, à moins que quelque chose de majeur, je vais jamais arrêter une course. Mhm. Fait juste, tu sais, c'est juste un demi-marathon à la fin du demi-Ironman. Fait que je vais le faire, puis ça va être correct, là. Puis tu sais, c'est pas dramatique non plus, là. Je pense que j'ai fini 8e fille dans ma catégorie d'âge. Mais OK. c'était juste pas ben, c'était un temps correct, là. Mais juste pour te donner une idée, quand j'ai fait le full Ironman 2 mois plus tard,
mon full Ironman, c'est 2 fois mon Ironman, mon demi-Ironman. C'est les mêmes paces de vitesse pour toutes. OK, fait que Ce ça qui s'est est très vraiment bon mieux pour un passé. Ironman, ouais. Ouais. Mais pour un demi, c'est assez. Est-ce que c'était ton premier demi-Ironman? Ouais, j'avais jamais OK. fait plus qu'un triathlon olympique OK, OK. avant ça. Puis est-ce que c'est avec ce Ironman-là que tu t'es qualifié au championnat? Ouais, OK. ouais. J'ai vraiment été chanceuse parce qu'ils prenaient les 4 premières filles, puis j'ai fini quatrième OK. par Donc, catégorie d'âge. pour les championnats, ben là, c'est Kona ou Nice, ça dépend là, des années. Ouais, parce que c'est vraiment, ben, pas que c'est triste, là, mais avant, on avait toujours l'habitude d'entendre que le championnat du monde était à Kona, mais Kona voulait plus faire des événements de 2 journées pour Ironman. Donc maintenant, une année, les femmes sont à Kona, les autres années sont à Nice en France, puis l'année d'après, ça alterne. Puis je sais que la communauté Ironman était vraiment fâchée de ça, mais je te dirais que l'organisation du Ironman à Nice était extraordinaire. J'ai vraiment rien à redire sur l'organisation là-bas. OK, OK. Puis comment s'est passé ton voyage à Nice? Ben, j'ai vraiment la chance d'avoir des parents qui sont vraiment qui me soutiennent vraiment dans ce que je fais. Donc, mes parents sont venus au Ironman au Maryland, sont venus à la course à Gaspé, puis sont venus avec moi en France aussi. Fait qu'on a Hmm. passé une semaine en France ensemble avant le Ironman, donc c'était vraiment super le fun. Mais le Ironman en tant que tel à Nice a vraiment pas bien été. Ça a Ah été ouais. une de mes pires courses à vie. Ah, comment ça? Genre, tout ce qui allait pas bien allait pas bien. Je me suis fait brûler par des méduses pendant la natation. Pour vrai? Ouais, fait que j'avais des brûlures dans le cou. Ah! Après ça, rendu au vélo, euh, mon vélo, ben ça, c'est un peu de ma faute, mais parce que je suis pas vraiment bonne en mécanique, là. Fait que, tu sais, j'ai essayé de monter mon vélo tout seul. J'étais comme ça marche pas. Mais j'ai procrastiné jusqu'à la dernière minute pour le faire arranger par un professionnel en m'attendant qu'il allait faire une bonne job. Mais il a mal arrangé mon dérailleur. Fait que j'avais pas accès à mes vitesses pendant le Ironman, vraiment. Ma chaîne a Ouf. tombé. Puis je m'en ai rendu compte après 5 kilomètres que là, ma chaîne a tombé. Il a fallu que je débarque du vélo, remettre la chaîne. Puis là, après ça, je savais que je pouvais pas vraiment jouer avec mes vitesses, fait que je l'ai gardé en basse vitesse parce que à Nice, c'est 2000 mètres de dénivelé. C'est une montagne que tu montes au complet. Fait que tu as 2000 mètres de vélo à déniveler, à monter pour te rendre au top de la montagne. Fait que je pouvais pas jouer avec mes vitesses pendant cette montée-là qui était vraiment super difficile. Puis rendu au top, ben là, il a fallu que je débarque de mon vélo pour réarranger manuellement mes vitesses. Puis après, c'est 2000 mètres. La montée a été correcte, là, mais je veux dire, même si j'ai pas de souvenir de mon accident de vélo, je sais qu'un accident de vélo, c'est pas le fun à cause de à cause de la période de convalescence. Fait que j'ai un petit peu peur en downhill. J'aime pas ça aller vite. Mhm. Fait que j'ai descendu 2000 mètres de dénivelé sur les freins. Fait que c'était pas un très bon temps de vélo. Puis mes pieds ont gelé parce qu'avec l'altitude, il faisait froid. Puis j'ai commencé à avoir mal au ventre, à être capable de rien manger. Fait que j'ai pas été capable de rien manger pendant le marathon au complet, là. Puis j'ai jamais eu mal au ventre de même de toute ma vie. J'ai pas été capable de manger jusqu'à peut-être 2 heures du matin la journée d'après, là. Ah ouais. Mm. Fait que c'était un Ironman pénible. C'est long, un marathon, quand ça va pas bien. Fait que c'était ton deuxième marathon à vie avec ton premier, que tu y a rien qui rentrait. Ouais, ouais. En tout cas, je suis quand même pas pire pour faire des marathons à jeun, là. C'est J'étais, impressionnant. ouais, je le recommande pas. Genre C'est- vraiment pas. Ouais, clairement. Puis, ouais, je suis comme fâchée de ce marathon-là, de Ironman, parce que le premier Ironman que j'ai fait, j'ai réussi à faire mon marathon
3h55, ce qui est quand même correct quand t'as fait genre 180 km de vélo avant. Mais cette fois-ci, je l'ai fait en 4h05. C'est juste 10 minutes de plus. Fait que je sais pas pourquoi ça me dérange à ce point-là. Mais je Hmm. pense juste le fait qu'il soit en haut de 4 heures. Je sais pas. OK. Fait que c'est... Ouais. Un Ironman, ça demande tellement d'entraînement pour bien le faire. Ben, ouais, pour bien le faire. C'est tellement d'heures d'entraînement, tellement de planification. Fait que quand ça se passe bien, ta course, c'est une récompense, mais quand tu fais autant d'heures d'entraînement puis que ta course se passe pas super bien, c'est comme un petit peu déprimant. Mhm. Ouais, c'est clair, là, quand tu penses pendant ton événement à tous les compromis, toutes les bières avec des amis que tu as évités pour être là, toutes les. Mhm. Ben, en tout cas, je dis ça, mais je veux dire, tu sais, il faut que tout le temps que tu combines à peu près 2 sports par jour pour bien te Ouais, préparer. ouais, 2 sports par jour. Puis tu sais, la planification alimentaire, c'est quand même difficile, là. Mhm. Puis ouais. J'ai pas, c'est une année où j'ai pas nécessairement bien mangé. Les glucides, c'est important, mais tu peux pas juste vivre de glucides. Je Mhm. pense que j'ai juste mangé des glucides pendant un an au complet, puis je me sentais tellement faible après ma prise de sang, après mon Ironman que j'ai fait des prises de sang, puis j'étais en déficit de protéines, puis de malnutrition. Fait que je trouvais ça, ouais, ça a joué beaucoup dans l'année dernière, ce Ironman, là, OK, sur OK. la santé, là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est le plus dur entre un Ironman ou ton 105 km que tu as fait avec tes amis? Le 105 km. Ce qui est drôle avec la course de ultra puis les Ironman pour comparer les deux, l'entraînement de ultra est tellement plus agréable que l'entraînement de Ironman. Tu sais, tu fais juste courir. Tu vas courir dans la forêt avec tes amis. Ouais. Tu cours au travail. Tu as juste besoin d'avoir du millage, une coupe de course un peu plus rapide, puis c'est facile à planifier. L'entraînement de trail est vraiment plus le fun puis facile que l'entraînement d'Ironman. Mais un Ironman, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un ultra. Ah ouais? Si t'es bien entraîné, ouais. OK. Genre, je me rappelle, on en rit encore avec mes amis, puis c'est encore un peu un running gag, mais après 60 km de course, je me sentais super bien, puis j'ai dit, Hey, we only have a marathon left. Il nous reste juste un marathon à courir. Je pense que c'est les paroles que j'ai regrettées le plus dans ma vie. C'est vraiment long, un marathon, quand tu as couru 60 kilomètres avant. Ouais, c'est clair. Ouais. Fait tandis que quand tu cours un marathon après avoir fait 180 kilomètres de vélo, c'est pas nécessairement les mêmes muscles dans ton corps. Fait que c'est pas si difficile que ça. Puis ton Mhm. marathon de Ironman, tu sais, même si tu le cours vite, tu vas pas le courir à ta pleine vitesse de marathon que tu cours tout seul. Fait qu'il y a pas tant d'impact que ça non plus, là. Mhm. Ouais. Fait que non, Mais, courir mais 100 km, c'est beaucoup plus difficile. souvent, moi, j'ai ceux qui ont fait, mettons, un 80 km de trail, je leur ai demandé c'était quoi la différence avec un Ironman qui est plus ou moins le même temps, là, si on prend pas Ouais. des parcours. Puis la majorité sont portés à me dire que le 80 trail est plus difficile au mindset parce que c'est tout le temps la même chose, là, C'est le peut-être même ça impact. aussi. C'est peut-être le. Ouais. Mais, Tandis que c'est plus facile de comme truquer ton mental, je sais pas. Ah, tu sais, tu dis, OK, la natation est faite, le vélo, puis là, tu comptes tes kilomètres de vélo, OK, la course, puis là, ta course, t'as séparé en quatre. Fait que ça va bien, mais c'est vrai que quand c'est juste de la course, ben, c'est plus difficile de comme break it down dans ta tête, là, pour ouais. rendre ça plus accessible, ouais. Mais quoi que, tu sais, tout le monde est différent aussi, hein. Mhm. Cool. Fait qu'après les championnats d'Ironman, t'as-tu fait d'autres compétitions aussi? Non, non, le championnat du monde d'Ironman, c'était au mois de septembre 2024, puis depuis ce temps-là,
Pas grand-chose, juste la course, de la natation puis du vélo pour le fun. J'étais supposée faire un FKT au Nouveau-Brunswick avec des amis, mais finalement, je me suis dit que je suis quand même allée avec mes amis, mais j'étais leur support crew. Fait que je conduisais l'auto pour les suivre pendant leur défi, là. Mais non, depuis ce temps-là, c'est vraiment plus relax. Ok, ok. C'est mon année off de course. Ok, ok. Puis, est-ce que tu as des événements à venir? Euh, J'étais supposée faire le marathon complet à Calgary au mois de mai, mais j'ai vraiment eu de la misère à embarquer dans mon cycle d'entraînement parce que je pense que j'ai eu un overdose d'entraînement avec l'Ironman. Donc, je vais juste faire le demi cette fois-ci. Puis, je me suis inscrit au full à Chicago au mois de septembre. Fait que tu vas Puis, faire un autre major marathon. ouais, parce que tu sais, après avoir fait Boston, t'as comme pas le choix de faire les autres, là. Ok. Puis, c'est-tu ton but de toutes les faire ou? J'aimerais ça. J'étais déjà inscrit à pas à Boston, j'étais inscrit à Chicago l'année que j'ai fait Boston puis les Ironman, mais j'ai décidé de pas y aller parce que ça commençait à faire beaucoup, là. Fait que Mhm. cette année, je vais faire lui. Comme à chaque année, je m'inscris au marathon de London, qui est une loterie. Fait que il y a lui que je veux toutes les faire, mais il y a lui qui est comme un petit peu plus difficile à accéder. Puis New York, je sais qu'il y a une loterie aussi, mais je suis juste à 2 minutes du qualificatif de New York, fait que j'attends d'avoir ces 2 minutes-là pour pouvoir m'inscrire, là. Ok. Mais semblerait que Tokyo est pas facile aussi. Ah, ouais, je pense Tokyo, par exemple, si tu t'inscris avec une agence de voyage ou quelque chose comme ça. Ok. Puis mon but à Tokyo, ça serait de... Il y a le Ultra Trail de Mont Fuji aussi, qui est comme à un mois avant. Fait que Mhm. j'aimerais ça comme faire une pierre deux coups l'année que je pourrais aller à Tokyo. Ok, ok. Cool. Puis, il y a même le nouveau aussi qui est en À Australie, là, le Sydney, septième. ouais. Ouais. Ça va de... Ouais. Puis il parlait potentiellement qu'il en voulait 8 ou 10, je me rappelle pas. Ah ouais, ok, ok. Ben, Ouais. moi, j'étais juste au courant du septième, de la rumeur, puis de. Mais je suis pas Ouais, plus au je pense courant que que ça. le but, c'est qu'il y en ait de 10 puis qu'ils soient un peu plus éparpillés dans le monde, là. Je pense que le marathon de Toronto, peut-être, ou il y en avait un au Canada qui était potentiellement dans la Ok, mire pour faire partie des majors aussi éventuellement. ok, ok. Mm. C'est fini le temps qu'il y en avait juste 6 et que c'était facile. Ça serait malade que ça soit un petit marathon underground, comme le marathon de Le- Sept-Îles. Ça serait vraiment drôle. Mais le marathon de cette île, il est tellement comme le fun parce qu'il est organisé par les communautés autochtones là-bas. Fait qu'il s'appelle pas le marathon de cette île, mais c'est le marathon Mamou parce que Mamou en Innu, ça veut dire ensemble. Puis leur slogan, c'est rassembler les cultures. Fait que je Hmm. trouve que c'est vraiment comme une Ah, belle c'est vision cool. de marathon. Puis la course, c'est vrai que c'est rassembleur. Mhm. Ouais, puis le fait que ça soit en loup, ben c'est sûr que tu cours avec les mêmes personnes aussi, là. Ben oui, mais ça te permet de courir avec du monde, là. Imagine s'il y a juste 4 coureurs de marathon sur un parcours qui est comme en genre une grosse boucle de 42. Puis en plus, là, genre, on réussirait jamais à courir 42 kilomètres genre, sans passer à la même place à cette île, là. Je pense que ça prend comme 14 kilomètres faire le périmètre de la ville. Ok. Cool, super. Écoute, ben, félicitations, puis bravo pour ta résilience. C'est vraiment impressionnant, ton retour, puis que tu aies réussi à te rendre au championnat, puis tout ça, c'est super impressionnant pour vrai. Ben merci. Mais je pense, c'est juste quand on se fixe des buts, puis qu'on travaille fort pour y arriver, puis qu'on a une belle communauté pour nous soutenir, je pense que ça aide beaucoup. Mhm.
Ouais, c'est clair. Puis qu'est-ce que tu dirais puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui y arrive à une épreuve, puis quoi faire pour tu parles d'avoir un but puis des objectifs sportifs, c'est quelque chose qui est aidant, mais Ben, je pense que c'est vraiment ça qui est important parce que ça te permet de voir plus loin que où ce que t'es, puis de pas essayer de te comparer à où est-ce que t'étais avant. Que là, c'est Mhm. un nouveau départ, puis après des événements comme ça, tu deviens une nouvelle personne. Fait que ça sert à rien de te comparer avec ce que tu faisais avant, puis là, en partant de zéro, ben, tu peux juste t'améliorer. Mhm. Fait que je pense qu'il y a ça qui est un petit peu motivant. Puis, tu sais, quand j'étais allée à Boston, je voulais juste le courir, le marathon. Je voulais juste le faire, puis j'avais aucun objectif de temps en tête. Dans ma tête, là, j'allais jamais être capable de refaire le temps que j'avais fait au Mont Charleston, qui était un marathon facile en descente, puis un marathon, tu sais, une couple de mois après avoir eu cet accident majeur-là. Fait que, tu sais, j'avais aucune pression, j'avais aucune attente. Je faisais cette course-là juste pour la faire. Puis je pense que souvent, nos limites, on se les pose un petit peu à cause de toute la pression qu'on se met. Tellement d'accord avec toi, puis je suis la première personne à faire ça aussi souvent. À se mettre une Mhm. pression inutile. Puis tu sais, on est tellement dans une société de performance, que ça soit au travail ou un peu dans toutes les sphères de nos activités. Je pense que quand on fait du sport, puis selon mon discours, il faudrait prendre ça plus prendre ça pour un divertissement parce que je pense que C'est ça que c'est allé en fin de compte. Tu Ouais. sais, comme tu l'avais déjà dit, il y a pas beaucoup de gens qui sont payés pour le faire. Ouais. Puis par expérience, le moins de pression que je me mets, le mieux que je performe, ce qui est un petit peu drôle, mais le Mhm. corps est fait comme Ben, ça des fois aussi. ben oui, mais c'est sûr que plus que c'est plaisant, moins Ben que. plus, c'est ça exactement, plus que c'est plaisant, plus que tu vas avoir envie d'aller t'entraîner, plus que ça va être un plaisir, puis que ça sera pas une corvée, puis plus que tu vas le faire. Tandis que si tu te restreins à suivre ton plan d'entraînement, puis que chaque jour tu vas courir parce qu'il faut que tu ailles courir, ben tu Mhm. perds ta motivation, puis tu perds ton désir de faire ce que t'aimes. Mhm. Puis ouais, puis je me rappelle, j'en parlais avec Mathieu Fortin sur le podcast que, tu sais, lui essaie de remplacer pour ses athlètes dans leur tête de je dois par j'ai envie, puis je veux Ouais, aller courir, puis puis j'ai le privilège d'aller courir. Tu sais, je l'ai ouais. perdu pendant quelques mois, ce privilège-là, puis c'est difficile en maudit, tu sais, ça fait partie de nous autres. Mhm. Tu sais, combien de fois avant ça que je me disais, ah, j'ai pas envie d'aller courir, mais tu sais, on a tellement de chance de pouvoir courir. C'est clair. Puis moi, je me dis ça aussi quand je suis en trail. Hey, j'ai la chance de me rendre jusqu'ici, là, genre à 17 kilomètres de chez nous, mettons, là. C'est pas, c'est pas si loin que ça pour nous autres qui fait de la longue distance, mais c'est malade. Je me suis rendu de chez nous jusqu'au bout de la montagne là. Il y a bien des gens qui aimeraient ça être à ma place puis qui n'ont pas cette possibilité-là. Puis, Mhm. Puis qui se mettent de la pression avant de commencer juste en se comparant aux autres. hum, c'est Mais tu sais, clair. tout le monde commence à quelque part aussi, là. Ouais. Cool, super. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? C'est une bonne question. De continuer d'avoir du plaisir dans ce que je fais, puis d'avoir des meilleures chances avec la loterie du marathon de Londres. Super. OK, excellent. Puis, est-ce que tu as. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le futur? C'est-à-dire, mettons, la trail, les courses de route, les triathlons, ou c'est vraiment un mix de tout? Euh, on en avait parlé un peu en pré-entrevue, là, mais j'ai vraiment hâte de me remettre pour de vrai à la trail, puis de me mettre à regarder les plus longues distances, les 100 miles, parce que j'avais vraiment du plaisir quand je m'entraînais en trail, là. Mhm. Puis là,
On n'en a pas parlé, mais cet été, je me suis inscrit à un défi de natation pour traverser du Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard à la nage. Fait que là, ces temps-ci, je nage pas mal, mais un coup que ça va être terminé, ben, je vais me remettre à la course en sentier. Puis il y a plein de courses que j'ai en mire. OK, puis c'est combien de kilomètres de nage, ça? C'est une bonne question. Parce que, en fait, c'est minimum 14 kilomètres, puis ça peut en être 22. En fait, ça dépend du courant, ça dépend de comment que ton kayak te guide aussi. OK, OK. Fait que ça va vraiment être quelque chose d'intéressant à faire. Cool. Ben oui, écoute, ben bonne préparation pour ce défi-là. Merci. Mais tu sais que c'est quasiment un ultra-marathon de nage, là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, quand tu penses à ça, tu sais, un Ironman, c'est 4 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo, puis 42 kilomètres de course. Puis chacun de ces sports-là, en termes de difficulté, c'est supposé être égal. Fait que dans le fond, ça serait comme courir 4 marathons, ce qui serait la même chose qu'un 100 miler, l'équivalent d'un 100 miler, ben, à la nage. Mhm. Mm. Quand même. Ah, mais c'est Ouais. cool, ça. La nutrition va être intéressante à pratiquer. J'ai jamais mangé en nageant, fait que Mais j'imagine ça doit être un peu comme le vélo, de la nutrition plus liquide. ouais, ça va être à travailler. OK. Ça, ouais. Ouais, je sais pas parce que même ton estomac digère en position horizontale. Fait Mhm. qu'il y a ça qui va venir jouer aussi, là. Mais ouais, je pense qu'une nutrition liquide va être ce qui va être le plus intéressant si ça se digère bien. En tout cas, c'était ma première hypothèse, là. Ouais, il va falloir que je me mette à rechercher ça parce que ça va être une partie importante du défi, je pense. C'est clair parce que c'est plusieurs heures. Ça peut prendre combien de temps environ faire ça? Je, je sais pas, je pense en me prendre de 6 à 8 heures, j'espère. En bas de 6 heures, je sais pas. On va voir. OK. Ouais. Je peux pas. Ouais, j'ai jamais fait de longue distance comme ça en natation, fait que je sais pas ce qui est réaliste, là. Ça va OK. dépendre du courant, des vagues, de plein de facteurs comme ça, là. OK. Bon, ben super, écoute, bon succès dans ces défis-là. Puis, hey, ben merci infiniment pour tous tes bons mots, puis d'être une fidèle auditrice du podcast aussi. Ben, merci à toi, ça m'a fait plaisir de te parler. Je sais pas si je partais un petit peu dans tous les sens, là. Ça commence à être tard. Non, ben c'est parfait, écoute. C'est vraiment parfait. Puis, bonne continuité dans tes projets, dont la natation à court terme, là. Merci.